عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة 17 من البودكاست سي جي دي تولكس 2024. انتم كالعادة تتفرجوا وتسمعونا على لي شين متاعنا سي جي دي تونيزي يوتيوب، وزاد لينكدين وفيسبوك سي جي دي تونيزي كل نهار 4 مع 6 نتاع العشية. قبل كل شيء نحب نشكر ذا دوت وفونداسيون تونيزي اللي يوفرونا لي ستوديو دونجستمون هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. اليوم موضوعنا مهم، المستقبل، مستقبلنا احنا ومستقبل صغارنا ومستقبل تونس. السؤال هو ما هو مستقبل المؤسسة في المنظومة الجديدة؟ ما هو دور المبادر ولا المستثمر، لو شيف دونتربريز، المستثمر التونسي في مواجهة تحدي التغيير، وأكثر من هكا التحول الجذري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. بالفرنسية alors c'est le jeune dirigeant face au défi d'une mutation économique, culturelle et sociale. mutation. ولذلك احنا استدعينا سي نعمان التونسي، بارتنير اي واي وريسبونسابل ولا اكسبير كلايمت تشينج اند سستينابيليتي سيرفيسز. مرحبا بك سي نعمان. Merci si Abdelaziz pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce débat. Je pense j'espère que je peux vous éclairer par rapport à des questions très pointues que vous allez poser. Et j'espère que ce podcast peut proposer des recommandations et peut déclencher des action plans qu'on peut mettre en place pour le futur, pour notre futur, pour le futur de notre environnement. J'en suis sûr, tout simplement, j'ai lu un petit peu, je ne vais pas lire tout ce que vous avez écrit, mais Sinamen, il a écrit un truc, le changement climatique est l'un des défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, et son impact sur l'industrie agroalimentaire est particulièrement préoccupant. يعني غدوة شنو باش ناكلوا كيفاش ناكلوا موضوع مهم ومهم جدا وفي السنتر ميم des enjeux de demain. حبيت ديريكت يعني ندخلوا في جوهر الموضوع. يعني مستقبل غامض اذا احنا ما نجاوبوش على المشاكل ولا لي زونجو هذوما. ديجا عندنا بدات افيك لو كوفيد، وي ابسوليومون، وما فهمناش وجاب بسرعه كبيره، حتى حد ما كان يستخيل فما باش يكون فما فيروس يوقف العالم اجمع. وبعد دخلنا في حروبات ودخلنا في برشا تساؤلات، وشونجمون كليماتيك اللي ريال اليوم كي تسمع برشا حاجات قاعدين يصيروا في العالم في برشا بلدان ومنها تونس. ومن المشاكل الكبار اللي والتحديات الكبار اللي هي التحديات مثلا نتاع الماء ولا التغيرات المناخيه هذه باش يجيب لنا مشاكل في الفلاحه نتاعنا. انت كيفاش ترى اليوم الوضع اليوم عام 2024؟ D'accord. En fait, le sujet de l'environnement ou علاقة l'humain avec l'environnement est un sujet qui est important, c'est primordial et c'est un élément vital. Il faut savoir qu'il y a, on peut dire qu'il y a 5 défis qui sont importants. خمسة تحديات مهمة. Le premier défi عنده علاقة بالريشوفمون كليماتيك. لازمنا نعرفوا اللي معناتها sur les 20 dernières années, le réchauffement climatique a engendré une augmentation de température de 7 degrés. Si on poursuit le même rythme de croissance et de production, on sera sur un réchauffement climatique entre 1,8 degré et 4 degrés d'ici 2100. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est principalement par rapport à l'épuisement des ressources naturelles. Quand on l'épuisement des ressources naturelles, notre planète, elle sera à 9,2 milliards de personnes en 2050. Et la question qui se pose, comment on peut nourrir toute cette population, comment on peut abriter toute cette population, etc.
peut-être le troisième défi aussi, c'est par rapport à la pénurie de l'eau. Si je partage avec toi, Abdelaziz, un chiffre, il faut savoir qu'en 2025, les estimations prévoient que 1,8 milliard de personnes vont souffrir de problèmes de sécheresse. Ce sont les études qui ont été effectuées par les Nations Unies. Le quatrième défi par rapport au sujet de déforestation qui s'aggrave de jour au jour et qui devient catastrophique pour l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc le quatrième défi. Et le cinquième défi, c'est les produits et la production aujourd'hui qui devient de plus en plus toxique par l'accumulation et l'utilisation des métaux, l'utilisation des plombes, de mercure, le méthane qu'on dégage dans l'air, etc. Ce qui crée des produits alimentaires qui deviennent de plus en plus toxiques et qui engendrent un problème dans l'écosystème. Ces métaux et ces matières sont infiltrés dans l'écosystème et qui créent des nourritures qui ne répondent pas aux besoins de l'humanité et de l'humain comme l'humain il doit avoir son écosystème. Donc on peut parler qu'il y a 5 défis majeurs. Ces 5 défis majeurs les la notion du développement durable. Le monde il se développe depuis sa création et par conséquent ce développement doit être durable. Peut-être par la suite je vais te présenter qu'est-ce que ça veut dire un développement durable et comment on peut avoir un développement durable. Mais l'élément important, il faut circonscrire le contour par rapport à ces 5 défis majeurs qui ont été soulevés déjà par l'ONU depuis longtemps, qui ont fait l'objet de débats dans le protocole de Kyoto, dans le protocole de Paris, des Nations Unies, etc., et qui a engendré des décisions, décisions gouvernementales dans tous les sens. Tunis a mis en place la stratégie de CDN, la contribution déterminée nationale de la Tunisie, qui s'inscrit dans le cadre de développement durable. Voilà. les 5 défis entre autres شنو هما لي ديفي في تونس اللي احنا قاعدين ديجا بدينا نعيشوا فيهم لي ديفي الكبار خاطر خلينا اون بريوريز باش نفهموا وزاد باش الشيف دونتربريز راهو dans son quotidien il n'arrive pas à assimiler شويه تنزيدوا نحكيوا فيها dans le détail son rôle mais شنو هما لي ديفي اليوم اللي نعيشوهم في تونس. Une excellente question. Lorsqu'on du côté pour être pragmatique, en fait, il faut savoir qu'il y a des indicateurs qui vont nous permettre d'apprécier notre situation. Les indicateurs classiques d'analyse de la situation et des impacts étaient le PIB par habitant. Par la suite, il y a un indicateur qui a été créé, c'est le PIB vert par habitant. Bon, c'est quoi le PIB vert par habitant? C'est le PIB corrigé par le coût de détérioration de l'environnement. Et c'est un indicateur qui est insuffisant. Donc, par conséquent, le monde a créé un terme qui s'appelle l'empreinte écologique. Un indicateur qui s'appelle l'empreinte écologique. C'est quoi l'empreinte écologique? Elle est mesurée par hectare. Par hectare, يعني بالأرض هذا. Par hectare, absolument. C'est la nature. C'est par hectare. Je معناتها نجيو نقولوا احنا l'habitant de la planète, combien il a besoin d'hectares pour pouvoir se nourrir, vivre, habiter, se déplacer, étudier, faire le loisir, etc. Aujourd'hui, ce ratio, il est de 2,5 hectares par habitant planète. Notre planète, combien elle nous offre aujourd'hui? Elle nous offre 1,8. Lyon, elle nous offre 1,8. Donc, elle va nous offrir demain moins. Donc, on a besoin de 1,5 planètes pour pouvoir survivre actuellement. Maintenant, lorsque tu prends par exemple la Tunisie, au mois d'octobre, elle atteint son limite de consommation de ses ressources. Bas le mois d'octobre, novembre et décembre, nous sommes en train d'épuiser
les ressources qui ne sont pas renouvelables. Donc par conséquent, lorsqu'on a ce déficit à l'échelle internationale, et ce déficit il est atteint aux années 1970 à peu près à l'échelle internationale, donc les années 1970, le monde a convergé vers un déficit écologique. C'est-à-dire, on a besoin de X ressources, le monde il nous offre N ou Y ressources qui est insuffisant. Aujourd'hui, on a besoin de 1,5 planètes. Je vais un petit benchmark pour comprendre nous sommes où. Nous, on a 2,5 hectares par personne contre la moyenne mondiale, il est de 1,8. Par exemple, lorsque tu prends le cas de la France, il est de 4,6 hectares pour un citoyen français. Donc, ils sont pires que nous. Tu prends par exemple le citoyen américain, il est de 9 hectares. Donc, il a besoin. Il bousille la planète. Absolument. Par la suite, je peux te présenter pourquoi ils ont besoin de plus et quelle est la différence. Et là, par conséquent, il faut savoir que dans l'économie, dans un sens large, l'économie classique, on pensait que il y a deux capitaux fondamentaux. Le premier capital, c'est le capital manufacturier. Le capital manufacturier, pour le simplifier, c'est le savoir-faire. Je peux faire la menuiserie, je peux faire la chaudronnerie, la technologie, etc. Ça, c'est le savoir-faire. D'accord. On sait faire le business. Pour faire le business, on a besoin aussi d'un autre capital qui s'appelle le capital financier. Donc, on apporte le financier qui va supporter ce manufacturier et par ces deux capitaux, on crée un business. Oui. Par la suite, avec la croissance économique, avec le besoin, etc., l'humain a découvert qu'il a besoin deux autres types de capitaux qui sont plus larges que ces deux capitaux. En l'occurrence, le capital humain, RH, c'est les ressources humaines, la bête, les béchir, etc., et aussi le capital social. Pour faire tourner une usine, on a besoin de ressources humaines et compétences pleines, et on a besoin aussi d'un climat social qui va permettre à cette personne de vivre, de s'épanouir, de se développer, etc. Et là, par conséquent, donc, cette sphère, elle va englober 4 capitaux. Le capital humain, social, qui nécessite un capital manufacturier et un capital financier. Et on découvre aujourd'hui, avec ce déficit de ressources naturelles, on découvre qu'on a besoin aussi d'un capital naturel. On a besoin d'un équilibre de capital naturel. Et les économistes, il y a 2 voies de théorie principalement dans ce sens. La première voie, c'est les théoriciens économistes qui disent que c'est la soutenabilité faible. C'est quoi la soutenabilité faible? C'est là où on dit que les 5 capitaux que j'ai évoqués, ils sont substituables. Autrement dit, lorsqu'on a une carence au niveau du capital naturel, on peut le compenser par le capital manufacturier via la technologie. Par exemple, lorsqu'on a un problème de céréales, on peut le compenser par les OGM. Les OGM ou les organismes génétiquement modifiés. On change les cellules, on change les organismes, etc. Ça, c'est la technologie. Mais en retour, en expérience, est-ce qu'on sait quel est l'impact de ça sur le capital humain et le capital social? Non, on n'a pas. Et on n'a pas de retour. Pour produire cet élément-là, donc on va émettre du carbone dans l'atmosphère. Quel est l'impact du carbone dans l'atmosphère sur le capital social et le capital humain, même sur le capital financier, etc. Et là, ces théoriciens... aussi sur la santé. Absolument. Donc, par conséquent, tu vois, donc la première voie de théorie dit que donc c'est une soutenabilité faible. Donc, il n'y a pas... un déséquilibre. Donc, on peut compenser. On peut compenser ce déficit par d'autres capitaux. Ça, c'est une théorie plus ou moins classique. Parce qu'on découvre, avec le retour en expérience, avec les changements de Sarro, que la deuxième théorie, la soutenabilité, elle est forte.
Et on ne peut pas compenser un capital naturel par un capital technologique. C'est impossible. Mathématiquement impossible. Donc par conséquent, il y a deux écoles. Et aujourd'hui, le monde, surtout avec le protocole de Paris, il a confirmé ça. Il a confirmé ça, par exemple, le problème de réchauffement climatique. Là, au niveau de protocole de Paris, ils ont décidé de mettre en place un dispositif, par exemple, de taxation carbone. Ils ont instauré la notion de pollueur-payeur. Voilà, donc toutes ces notions ont été évoquées donc, dans le protocole de Paris pour reconnaître qu'on est dans une situation de non-retour par rapport à cette situation. Expliquez-moi un petit peu, j'ai pas compris, il y a une première réflexion de la sustainability, elle est faible, ou la technologie, la réflexion, c'est que la technologie peut remplacer, alors que d'autres, c'est irremplaçable. Et alors, c'est quoi la théorie? La technologie ne peut pas remplacer le naturel. Donc, les solutions, est-ce que la solution, c'est seulement de taxer? Non, ça c'est une excellente question. Par conséquent, là, par exemple, je peux citer à titre indicatif qu'en 2012, il y avait un prix Nobel pour un modèle qui s'appelle la co-gestion. Par exemple, la co-gestion, c'est un élément qui fait partie du développement durable. C'est-à-dire, nous, on peut co-gérer et co-consommer des articles. Par exemple, donc, et par conséquent, il y avait la création de plusieurs types d'économies qui ont changé notre mode de production. Lorsqu'on prend, par exemple, la sustainabilité dans un sens large, en réponse à ta question, Aziz, c'est que les sociétés et le business et l'entrepreneur tunisien et même le start-upper, etc., il doit penser à des projets. Ton produit doit être durable. Il faut savoir ce que ça veut dire, mon produit est durable. Exact. Mes ressources humaines doivent être durables aussi, parce que c'est un capital. C'est important que mes ressources humaines sont durables. Mes practices, mes process doivent être aussi durables. Et là, il y a des types d'économies qui se sont développées, qui par exemple l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'économie qui va nous permettre que lorsqu'on prend une matière première, on l'exploite jusqu'au bout et on l'introduit toujours dans une économie pour avoir le niveau de déchets résiduels, il est faible. Donc ça, c'est l'une des économies qui est développée aujourd'hui dans le monde. Et il y a des sociétés qui évaluent leur taux d'inclusion dans cette économie circulaire. Il y a aussi, par exemple, l'économie verte. Tu es dans un modèle d'économie verte qui va te permettre de revaloriser ton business et de créer un dispositif qui est durable. Il y a aussi l'économie bleue qui est en relation avec l'eau, donc tout ce qui est en relation avec l'eau et le recyclage de l'eau, tout ce qui est en relation avec comment on exploite les océans, quelle est notre relation avec l'océan, comment on traite nos déchets avec l'océan. Ça, ce sont des sujets qui sont en relation avec l'économie bleue. Ils ont un impact direct على ذيك النوسيون اللي قلت لك عليها نتاع كيفاش احنا في اكتوبر on épuise toutes les ressources naturelles. Pourquoi on épuise toutes notre ressources naturelles? Parce que on fait l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on doit Tunis, certainement. Lorsqu'on prend par exemple la consommation de notre énergie elle est fossile à 98% à peu près du gaz naturel. Donc on fait la combustion du gaz naturel pour dégager les kilowattheures, la distribution par la STEC. Et là, par conséquent, donc on fait une émission de carbone qui est énorme. Nous sommes à 51 millions de tonnes de carbone d'émissions par année, à peu près en moyenne, et avec une croissance de 3 à 4% par année. Donc ça aura un impact direct sur l'environnement. Lorsqu'il aura un impact direct sur l'environnement, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on aura un problème d'eau.
En fait, يجي السحاب ما يصبش المطر dans la terre, باش يكونوا dans les océans, donc on ne peut pas avoir l'eau douce, etc. Et ce qui crée un problème d'eau. Et donc par conséquent, là, dit la notion de l'économie bleue et comment on peut faire avec l'économie bleue. Et aussi, il y a le sujet de la biodiversité. Il faut savoir que, par rapport à la biodiversité, c'est quoi la biodiversité? Il faut savoir que dans notre planète aujourd'hui, maintenant, chaque 20 minutes, on perd ou bien une race d'animal ou plante. Donc nous sommes, je pense qu'on perd 26 000 races, espèces par année. Donc par conséquent, on aura des nouvelles espèces qu'on ne maîtrise pas et on est en train de perdre d'autres espèces qui sont indispensables pour notre écosystème. Donc, quelle est notre relation, la relation de l'entrepreneur, du business, avec la biodiversité de l'écosystème? Lorsque tu prends une société, par exemple, je pose une question classique, par exemple, un hôtel qui m'a de l'activité hébergement, a la partie food and beverage. Le food and beverage. Quelle est la relation de l'hôtel par rapport à la biodiversité? Quelle est la relation de l'hôtel avec l'économie bleue via l'utilisation de l'eau? Quelle est la relation de l'hôtel avec la consommation de son énergie? Quelle est la relation de l'hôtel avec, par exemple, le traitement de son déchet? Comment il est en train de traiter les tonnes de poubelles qu'il génère par saison ou par année? Est-ce qu'il est en train de les introduire dans une économie circulaire? Je m'applique par exemple un simple use case. Il faut savoir que, par exemple, les déchets il peut dégager, on peut l'introduire dans un dispositif de méthanisation, de dégagement de gaz méthane. Le méthane, c'est un gaz qui est très dangereux. Il est l'équivalent, 1 kg de méthane, c'est l'équivalent de 28 kg d'émissions de carbone. Et le méthane, lorsqu'on fait la méthanisation, on peut générer de l'énergie par la méthanisation. Et là, ça c'est l'économie circulaire. On prend les légumes, le déchet de légumes et de fruits, on crée une technologie de méthanisation. Cette technologie de méthanisation va permettre de dégager gaz méthane. Le gaz méthane va dégager de l'énergie. L'énergie, on va l'utiliser pour ne pas utiliser 1 kWh généré par l'énergie fossile. Tu vois? Cet exemple illustre... C'est extraordinaire. Pourquoi Tunis, qui clairement, dans la gestion des déchets, on est catastrophique. On ne sait même pas gérer des déchets. On ne sait pas gérer des déchets. يعني les déchets نلوحوه من الديار ولا من الوتله كل شيء نلوحوه في الشارع ولا ساعات في البحر ولا واحد. On pollue moins que l'Européen à cause de l'industrie. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on pollue encore moins alors que ils gèrent très très bien leurs déchets? En fait, là, c'est une excellente question. La pollution, lorsqu'on prend la pollution, il faut savoir que la pollution, il y a un indicateur. Le protocole de Kyoto, il a simplifié la notion de pollution. Et il a simplifié cette notion de pollution par l'émission de gaz à effet de serre, dont l'unité est le CO2 équivalent. C'est quoi le CO2 équivalent? Donc, les 7 gaz qui ont un impact à réchauffement climatique. Et ils ont étudié l'impact d'émissions par kilogramme ou par tonne sur le réchauffement climatique. Lorsque j'émets X kg de CO2, combien ça va engendrer un réchauffement climatique? Lorsque tu prends par exemple les États-Unis, l'énergie c'est une énergie fossile et مش énergie من الغاز جاي من البترول جاي من الفيول جاي من الكربون et qui génère une émission de carbone qui est énorme. Donc par conséquent l'émission de gaz à effet de serre, c'est l'un des éléments et des indicateurs le plus important à mettre en place. Et là, pour simplifier les choses, lorsqu'on prend les gaz à effet de serre, par exemple France, comment on dégage les gaz à effet de serre?
Les gaz à effet de serre, pour comprendre combien on a dégagé de gaz à effet de serre, il y a la notion de comptabilité carbone. C'est la comptabilité carbone équivalent. Toujours, lorsqu'on parle de carbone, on ne parle pas que du carbone. On parle du carbone équivalent. T'as ce carbone équivalent. Par exemple, qui t'écoute le liquide, on fait les recharges des climatiseurs. Ouais. Le liquide qui est dégagé de la fuite du climatiseur, il est énormément polluant. Il est catastrophe sur la nature. يعني كي نحسبوها le nombre de climatiseurs في تونس قديش كل كليماتيزور في العام مثلا يعمل ريشارج. اي ريشارج. اي disons يعمل une recharge chaque 2 ans. Combien ça coûte cher quand même. Oui. Je me rappelle pas des proportions, mais on parle de 10 000 fois plus que les émissions. L'émission d'un kilogramme de CO2. Et quelle est la comptabilité carbone? Au niveau du protocole de Kyoto, ils ont essayé de simplifier les choses et ils ont dit que chaque gaz émis dans l'atmosphère, il doit être converti en équivalent CO2, c'est l'unité de calcul, et on doit mettre en place un dispositif de comptabilité carbone avec 3 scopes. Le scope 1, c'est l'émission directe. Maintenant, je suis un entrepreneur, je suis une cimenterie par exemple. Certainement, on dit des cheminées, je fais la combustion, donc je fais une émission directe dans l'atmosphère lorsque je fais la combustion. Ça, c'est l'émission directe dans l'atmosphère de gaz à effet de serre. Elle est comptabilisée en scope 1. Lorsque je prends la cimenterie, elle fait une combustion en d'ailleurs, mais il y a des gaz à effet de serre qui sont émis par un autre fournisseur, mais qui est consommé en cimenterie. En l'occurrence, par exemple, l'électricité. Lorsque j'achète un kilowattheure, ce kilowattheure que j'ai acheté, ça fait combustion de gaz, mais je suis le périmètre chez la STEG. Donc chaque kilowattheure que je consomme, je dois le convertir en émission de gaz à effet de serre, عندي في الcomptabilité متاعي en scope 2. En scope 3 pour que la planète peut calculer combien on a émis de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais je sais comment on fait le monitoring de cette émission, parce que ça c'est l'élément fondamental. Exact. Donc je suis sûr, on doit ajouter le scope 3. Sur le scope 3, par exemple, j'ai pris l'avion, j'ai fait un déplacement du point A à point B. L'avion que j'ai pris, elle a fait la combustion de kérosène. La combustion de kérosène, elle dégage un taux d'émission de carbone qui est important, très important, qui est significatif. Donc je dois le comptabiliser en scope 3 en déplacement professionnel. Le déplacement du personnel, même domicile, l'usine, le déplacement des fournisseurs, vers le client vers le fournisseur, etc. Par exemple, le déchet, les émissions de déchets. Lorsque tu fais des émissions de déchets, le plastique, il y a une dégradation dans l'atmosphère. Cette dégradation va générer des gaz. Les gaz qui sont générés doivent être comptabilisés dans l'émission de gaz à effet de serre, dans ton scope 3, dans la rubrique déchets. Lorsque je suis une banque, j'investis et je finance une cimenterie, voilà, une société de laminage, etc. Cette société de laminage, elle émet du carbone. Donc moi, mon capital financier que j'ai évoqué, ça, j'ai investi. Donc par conséquent, il y a une quote-part au niveau de mon investissement qui doit être comptabilisé dans mon bilan carbone. Et par conséquent, là, on parle des bilans carbone et de l'émission carbone. Pour comprendre davantage ça, donc lorsqu'on parle d'un bilan carbone, c'est combien on a émis de carbone, mais le 1er janvier de notre exercice jusqu'au 31 décembre. Ça, c'est une comptabilité qui met la comptabilité financière classique. Aujourd'hui, il y a la comptabilité carbone. Par la suite, qui m'a dit la comptabilité analytique chez combien on a dépensé de coûts, etc. Nous combien on a le coût de chaque produit. Par conséquent, on a le bilan carbone, chaque produit, combien il a émis de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'empreinte carbone du produit. Je m'entends l'empreinte carbone du produit, تجي شركة تنجم تحسب le produit نتاعها X combien il a émis de carbone. Autrement dit, par exemple, d'Abou Zahedi, j'ai un code à barre là, je scanne
كيما يخرج يسومو يخرج الكوم تاعو il va me dire que ce produit là il a dégagé pour produire ce produit j'ai dégagé X kilogrammes de carbone dans l'atmosphère et là توجد حتى le marché carbone etc et les quotas carbone etc donc est-ce que la notion elle est claire mais ça la notion est claire d'ailleurs في la deuxième partie احنا وصلنا la fin de la première partie d'ailleurs la deuxième partie on va essayer un petit peu de se dire انا كشيف d'entreprise اليوم في تونس كيفاش باش نجاوب على هذا الكل نشكرك سي نعمان et à tout de suite merci الله يحفظك